Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV comme tous les lundis soirs pour décortiquer ensemble l'actualité du football en Nouvelle-Aquitaine, actualité du foot amateur, professionnel, actualité très riche et très nombreuse. Ce soir, une émission quasiment intégralement consacrée à la tournée du président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi, qui est parti à la rencontre des clubs du département de la Vienne, mais également de la Charente. On écoutera dans cette émission présidentielle Saïd Njimi, mais également les présidents du district de la Vienne, de la Charente et les présidents des clubs concernés. On va se régaler et puis il y aura la fin du suspense avec tous les résultats en Ligue 2 BKT, en National 2, en National 3, en Régional 1. La fin du suspense dévoilée ce soir en exclusivité ou pas dans LFNA TV. Bref, gros programme ce soir, il est temps d'en découdre. LFNA TV, c'est parti. Et pour cette émission spéciale d'LFNA TV, nous avons décidé de voyager quelques mètres et d'aller rendre visite au club de l'Étoile Maritime FC, club qui est partagé entre La Rochelle et Étré dans l'agglomération rochelaise, club qui vient de décrocher au bout d'une saison incroyable de suspense sa place en Régional 1. Ça s'est joué à la dernière journée avec une victoire 5-1 face à Cognac. On va y revenir en fin d'émission avec le responsable des équipes seniors et de la formation, Johan Croiser. Mais avant cela, on va retrouver le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi, interrogé au micro de Nicolas Cout. Saïd Njimi qui est en tournée pour rencontrer avant l'Assemblée Générale du 17 juin tous les clubs de la région Nouvelle-Aquitaine. Cette semaine, il était du côté du district de la Vienne et du district de la Charente. L'occasion pour Touamine Assiri et Nicolas Cout de balayer les différents sujets d'actualité et de faire un bilan global de la saison avec Saïd Njimi que l'on retrouve tout de suite dans LFNA TV. Et comme de coutume sur LFNA TV, nous allons tirer le bilan de cette saison avec Saïd Njimi, le président de la Ligue. Bonsoir. Bonsoir. On est à Jardres, dans la Vienne. Vous faites le tour de tous les départements. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est un petit peu cette tournée ? L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des clubs. Le territoire est tellement vaste qu'on a très peu d'occasions de pouvoir les rencontrer régulièrement. Puisque les clubs n'ont pas vocation à faire autant de kilomètres pour se rendre sur les sites de Puy-Moyen ou du Haillan. Donc l'objectif, c'est au moins une fois par saison de faire une tournée des départements pour pouvoir les rencontrer directement dans leur département. Et comment ça se passe à quelques heures, quelques jours de cette Assemblée Générale ? Eh bien, ça se passe plutôt bien. On a beaucoup de monde. Je suis très content. On a fait toute la semaine dernière avec la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne et les Pyrénées-Atlantiques, où les clubs sont très attentifs, ont beaucoup de questions sur les sujets qui les intéressent, principalement comme la formation, comme les différents soutiens, les infrastructures, le football féminin, tout un tas de sujets de football qui préoccupent les clubs et qui nous préoccupent également. Oui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, certains sont d'ores et déjà préoccupés pour leur campagne plus que pour le football, ce qui est un peu regrettable ou pas ? Chacun a le droit de présenter sa candidature. Chacun fait comme il le souhaite. Le plus important, c'est qu'on reste bien concentré jusqu'à la fin des mandats respectifs sur les objectifs qui sont les nôtres, les raisons pour lesquelles on a été élu. Et les raisons pour lesquelles on a été élu, c'est de parler football et puis de s'occuper du quotidien des clubs. Pour revenir sur cette action politique, celle de Mathieu Raby, pour ne pas le citer, président du district des Pyrénées-Atlantiques, c'est une candidature qui sera soutenue par le président que vous êtes, Saïd Njimi, ou pas du tout ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, je découvre cette candidature, parce que je n'en ai pas été informé directement avant qu'il la présente. Il a fait ça dans votre dos ? Non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Je pense que d'abord, tout un chacun est libre de présenter sa candidature. Je n'en ai pas été informé en direct. Je crois qu'il en a parlé avec ses collègues présidents de district. Et puis ensuite, le plus important, c'est les programmes. C'est les garanties que l'on peut apporter aux salariés, puis les garanties qu'on peut apporter au club sur une forme de poursuite de l'action qui a été menée, qui me semble-t-il est plutôt appréciée par les clubs. Donc c'est plutôt à ça que je suis attentif, plutôt qu'aux hommes. Et justement, toujours pour revenir sur cette candidature-là, on estime plus, selon les clubs, que c'est la candidature des présidents de district plutôt que la candidature des clubs. On peut la traduire ainsi ? Non, je ne suis pas certain, puisque j'ai pas, moi, vu un communiqué, par exemple, de l'ensemble des présidents de district qui soutiennent une candidature plus qu'une autre. Les échos que j'en ai, c'est que quelques-uns attendent de voir justement quels sont les programmes, quelles sont les idées qui sont défendues, et c'est principalement autour de ça qu'il faudra débattre. On l'aura donc noté, ce sera le fait de l'actualité politique, entre guillemets, de la Ligue de football pour cette semaine. Saïd Njimi, est-ce que la saison écoulée fut bonne ?
Je le pense. Elle est une des plus riches depuis le Covid. Enfin, même si on n'en a pas eu beaucoup, c'est la deuxième saison. On est vraiment bien reparti sur le nombre de licenciés principalement. On a une petite difficulté sur les toutes petites féminines. C'est pour ça qu'on essaye d'alerter les clubs sur le développement du football féminin. Je pense que c'était bien le cas avant le Covid. Et puis le Covid nous a un peu freinés. Donc l'objectif de ces réunions, c'est aussi de les alerter sur le fait que tout se passe bien, mais qu'on a une petite difficulté sur les toutes petites. Ça, c'est sur le plan des licenciés. Et le phénomène Soyaux, justement, j'allais vous le dire, puisque vous parlez du phénomène foot féminin, est-ce que c'est pas regrettable de voir un club qui est en péril actuellement? C'est toujours regrettable, c'est le club historique du football féminin. Évidemment, pour nous, c'est une tragédie, c'est un drame. On aurait préféré les conserver en première division. Maintenant, ça ne va pas être le cas. Je pense qu'il faut désormais s'attacher à le maintenir en vie, y compris si c'est en deuxième division. Puis après, on renaît toujours de ses cendres. Le plus important, c'est que le club ne disparaisse pas. C'est un peu comme le cas des Girondins de Bordeaux qui ont bien failli déposer le bilan l'an dernier, qui finalement s'en sortent. Oui, et puis on va croiser les doigts pour que la dernière journée de championnat leur permette d'accéder au plus haut niveau de la Ligue 1. C'est l'espoir que l'on porte tous. Ça serait aussi un coup derrière la tête si les Girondins de Bordeaux n'arrivaient pas à accéder à la Ligue 1. Alors tout le monde critique souvent beaucoup votre bilan, la personne aussi que vous êtes, mais finalement, vous le disiez tout à l'heure, la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine s'en sort plutôt très très bien financièrement. Alors écoutez, moi je suis partisan de dire que c'est plutôt les critiques de quelques personnes pour l'instant, puisque la tournée des clubs me démontre que les critiques ne sont pas aussi acerbes qu'on pourrait le faire croire, bien au contraire. Donc si ça se limite qu'à une poignée de personnes, c'est pas si dramatique que ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas toujours se remettre en question, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas toujours essayer de l'avant. Et l'objectif, c'est de ne jamais se satisfaire de circonstances. Mais les clubs, je pense, d'abord c'est eux qui votent. Et ensuite, si ça n'est que quelques personnes qui critiquent le système de manière rude, on va dire, c'est pas si grave que ça en réalité. Saïd Ndjimi, quelle va être votre feuille de route pour la dernière année de mandat ? Encore une fois, c'est poursuivre l'effort sur les infrastructures, ça c'est fondamental, principalement les terrains synthétiques, l'éclairage également. On a le souhait de nouer un partenariat intéressant avec la région de Nouvelle-Aquitaine qui est intéressée par le changement des éclairages en LED pour permettre des économies d'énergie aux collectivités territoriales. Ça, c'est sur le plan des infrastructures. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur la structuration des clubs, c'est le développement du football féminin, c'est la formation. Et puis, c'est aussi notre volonté sans cesse de pouvoir être au soutien des clubs sur les compétitions, sur le plan tarifaire. Enfin, vous avez remarqué qu'il y a énormément de sujets. Tous les sujets se tiennent. Il n'y en a pas un à privilégier plus que d'autres. Et finalement, on se rend compte que les clubs sont plutôt heureux de leur situation, bien malgré tout. C'est le sentiment que j'en ai. Je compte sur eux s'ils nous écoutent, de ne pas hésiter à être dans la critique constructive. C'est ce qu'ils ont été sur les 5 premières réunions que l'on a eues. On n'a pas eu d'accueil avec des huées ou des casserolades pour l'instant. Donc j'espère que ça va encore durer. Et ce soir, il y a 120 personnes de la Vienne avec plus de 70 clubs, ce qui est exceptionnel. On avait rarement vu une assistance aussi importante. Donc je pense que les choses ne sont pas parfaites, mais qu'elles vont dans le bon sens. On a vu, comme d'habitude, les vieux de la vieille râler, parce qu'il y a toujours des râleurs, et plus particulièrement certains qui s'isolent de plus en plus, concernant le fait que l'Assemblée générale allait être dématérialisée. Ils disent que c'est pas très démocratique. Mais à l'ère du 21e siècle et des nouvelles technologies, on aurait plutôt tendance à penser le contraire, non ? Non, mais ils se trompent complètement. Et au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Lorsque les assemblées générales sont matérialisées, c'est-à-dire lorsque les clubs sont invités, il y a à peu près 25% de présidents de clubs présents, 25% de représentants de clubs et 25% de pouvoirs qui sont portés par ces mêmes personnes physiques présentes. Lorsque vous portez 3 ou 4 pouvoirs, vous votez selon votre bon vouloir et non pas selon le bon vouloir des 4 clubs que vous représentez. J'appelle pas ça de la démocratie. Alors que le vote électronique permet à chaque président de club de voter en son âme et conscience. Pour moi, c'est ça la démocratie. Est-ce que ce n'était pas une charge additionnelle pour les clubs qui justement étaient censés envoyer régulièrement des gens quand le président ne pouvait pas venir, etc. C'est quand même
pas forcément facile, notamment pour les toutes petites structures. Oui, et d'ailleurs je me souviens très bien que lorsque je suis arrivé en 2017, une des demandes des clubs très modestes, c'était de leur éviter de faire 4 ou 5 heures de route. Ils avaient peur de ça. Ils ne le voulaient plus, surtout, et puis en plus, ça générait une amende. Grâce au vote électronique, ça permet de ne pas avoir d'amende et de pouvoir voter tranquillement en son âme et conscience pendant l'Assemblée générale. Puis la dernière Assemblée générale d'Arsac a été un petit peu mouvementée, donc ça permet aussi froidement de pouvoir prendre ces décisions en son âme et conscience. Elle a été mouvementée parce que quelques membres, quelques présidents de district ont voulu se donner un rôle. Moi, je nommerai personne. Je dis que les choses, quand elles sont trop passionnées, malheureusement, dénaturent l'objectif de froideur qui doit être celui de tout un chacun. Qu'on soit président de district, président de club, l'objectif, c'est de pouvoir voter tranquillement. Et effectivement, qu'il n'y ait pas d'artifice autour de ces assemblées générales. Mais attention, ça n'empêche pas que le 1er juillet à Royan, nous aurons une assemblée générale festive, ce qui, d'une certaine manière, si vous voulez, répond à l'objectif de ceux qui souhaitent un rassemblement. Je compte sur eux pour qu'ils soient présents. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours ce côté festif, ambiance, amicale aussi autour du football régional. Absolument, et on va se concentrer sur les vrais sujets, c'est-à-dire ceux qui intéressent les clubs, de récompenser les bénévoles, de mettre en avant les gens qui œuvrent au profit des clubs au quotidien, ne pas perdre de temps sur des sujets qui n'en valent pas la peine, dans la mesure où chacun d'entre nous est capable de lire un texte et de voter pour ou contre son application. Petit détour vers le football entre guillemets professionnel. Un football qui a tendance à souffrir en Nouvelle-Aquitaine. Saïd N'Djimi, Niort va mal, Soyaux est en passe de déposer le bilan. On ne l'espère pas, mais il y a de gros risques quand même. Les Girondins de Bordeaux, on ne sait pas ce que la DNCG va dire. Ça veut dire quoi, ça, techniquement parlant, Saïd N'Djimi? Ça veut dire que le football de Nouvelle-Aquitaine souffre ou que le professionnalisme n'est pas fait pour cette région? C'est quoi l'analyse? Vous, en plus, vous êtes le cas parfait parce que vous avez connu les deux, le professionnalisme du football et l'amateurisme que vous côtoyez tous les jours. Je pense qu'il y a des cycles et que malheureusement le cycle n'est pas le meilleur en ce moment pour nous. Je pense qu'il faut se rappeler aussi de l'histoire avec un club des Girondins de Bordeaux qui était à 2 doigts de disparaître. Gérard Lopez a fait le travail et puis il faut rendre à César aussi ce qui est à César. Et aujourd'hui, on a un club sain qui est à 2 doigts de la montée en Ligue 1. On peut aussi mettre en avant les choses positives. À Niort, la situation est délicate et difficile, on le sait. Et puis on sait aussi que Soyaux était déjà en grande difficulté il y a quelque temps. Donc moi, je crois au cycle et je pense que, en souhaitant rester optimiste, que ça va repartir. Mais ça n'a rien à voir avec notre région. On a de très bons dirigeants en Nouvelle-Aquitaine. Ça ne demande qu'à. Maintenant, effectivement, le moment n'est pas le plus fort pour la Nouvelle-Aquitaine en ce moment. Revenons sur, désolé, j'essaie de noircir le tableau, mais sur ce qui ne fonctionne pas bien, ou pas trop bien, ou moins bien que dans d'autres ligues au sein de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Les fameux terrains synthétiques. Saïd N'Djimi, pourquoi on est en retard? D'abord, en 2017, lorsque je suis arrivé, il y avait 90 terrains synthétiques en Nouvelle-Aquitaine. Nous étions bons derniers. Nous le sommes toujours d'ailleurs. L'avant-dernier, c'est l'Occitanie avec 180 terrains synthétiques, pendant que Paris-Île-de-France était à plus de 350 terrains synthétiques. Donc c'est un héritage. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas le nôtre du moment. Ceci étant dit, il ne faut pas s'en satisfaire. Nous avons 45 environ terrains synthétiques de plus par rapport aux 90 que j'ai cités tout à l'heure. Donc nous sommes en train de rattraper notre retard, qui est encore très conséquent, mais le temps fera son œuvre. C'est pour cette raison que j'évoquais avec vous tout à l'heure le fait que ce ne sont pas tant les hommes qui m'intéressent à la tête des institutions, mais plutôt les projets et les programmes. Et l'infrastructure est un sujet majeur en Nouvelle-Aquitaine. Alors l'autre jour, j'ai rencontré le DG d'Intersport et on voyait certains clubs qui étaient plutôt satisfaits, notamment des dotations. Ça fait partie de ce que vous avez renforcé avec vos équipes? Écoutez, avant qu'on arrive, c'était pareil. Il y avait 40 000 € de dotation qui étaient accordés au club sur les 2 territoires confondus. Ligue du Centre-Ouest et Ligue d'Aquitaine. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions d'euros cumulés depuis les 6 dernières années, ce qui n'a jamais été fait. Toutes les marges de manœuvre dégagées sont accordées au club. Donc oui, c'est un sujet important de fond, de restituer en quelque sorte au club, puisque ce sont les clubs qui font vivre la Ligue de Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 50% de son budget. Donc c'est normal que l'on restitue et que l'on rétribue les clubs les plus méritants principalement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites à 1 an, un petit peu plus maintenant de la fin de votre mandat?
que vous regrettez d'être venu en tant que président de la LFNA, ou parce qu'on sait que c'est difficile, on le voit, c'est souvent comme ça, mais en politique pareil, les plus médiocres attaquent toujours ceux qui sont à la tête ou qui tiennent le gouvernail. Aujourd'hui, vous êtes dans cet état d'esprit en disant finalement je suis content de mon bilan et je vais faire autre chose? Oui, enfin, je pense qu'il faut toujours d'abord être satisfait, optimiste et positif. Je suis très content de ce qui a été fait. Évidemment, on pourrait toujours dire qu'il pourrait y avoir encore d'autres choses à faire. Je pense que la Ligue de Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui a bien fusionné. Je pense qu'elle est sur d'excellents rails. D'ailleurs, beaucoup de clubs, beaucoup de dirigeants, beaucoup de présidents de district le disent aussi. Peut-être pas directement, mais ils le pensent de manière très sincère et je les remercie là-dessus. Ensuite, personnellement, non, j'ai absolument pas de regrets. Il faut aussi savoir tourner la page et puis passer à autre chose. Mais je garderai un œil très attentif sur la suite. Alors, j'ai regardé quand même, avant de préparer cette interview, les fameux PV qu'il y a sur le site de la Ligue où on retrouve cette émission, puisque ça a été votre choix, un de vos choix politiques forts, que de produire cette émission-là, Saïd Ndjimi. J'ai lu ces PV. Qu'est-ce qui se passe entre les présidents de district et les membres de la Ligue? C'est qu'une histoire d'ego mal placé. Ou de carnet de chèques, non? Non, d'une histoire d'ego mal placé, de volonté des uns et des autres d'avoir plus raison que d'autres. On en oublie parfois le football et il faut savoir être humble et le reconnaître. Et puis une dimension politique aussi qui est donnée sur ces aspects-là, qui est un petit peu trop grossière. Et je pense qu'on gagnerait tous à rester à notre place et à remplir la mission pour laquelle on a été élus. Aujourd'hui, vous comptez rester dans le football, Saïd Ndjimi? Pourquoi ne pas prendre la tête d'un club de foot? On parlait des clubs pro. Certains auraient besoin de votre aide. On sait à quel point vous êtes rigoureux et fin gestionnaire. Certains auraient peut-être besoin de vous. C'est pas impossible. J'ai plusieurs pistes. Pour l'instant, je n'y pense absolument pas parce que je vais pas y penser 14 mois. Quand vous vous rasez, vous n'avez pas de pensée? Non, parce qu'au bout d'un moment, alors évidemment, je commence à m'intéresser à des sujets, mais 14 mois, c'est encore long. Et il y a une belle saison 2023-2024 à faire au profit des clubs néo-aquitains. Je pense que les clubs attendent aussi de la part de leurs dirigeants qu'ils soient consciencieux et solides jusqu'à la fin. Bon, Saïd Ndjimi, quelque chose que je ne comprends pas. Après, je ne suis pas dans le football. Qu'est-ce que c'est que tous ces recours à gauche, à droite, Libourne qui va monter, pas monter, ils ont triché, ils n'ont pas triché. Après, il y a des recours dans tous les sens. Il y a beaucoup d'enjeux. Le foot, ça n'est pas dans le National 3 tant que ça? Oui, parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a évidemment des enjeux très importants sur le plan financier chez les professionnels, mais il y a des enjeux moraux, humains, très importants chez les amateurs. Donc ça dépasse un peu le contexte financier, hein, c'est clair, hein, on n'est pas que sur des centaines ou des millions d'euros de budget. Quand on est président de club, mieux vaut avoir un bon avocat. Quand on est président de club, mieux vaut bien connaître les règlements. Et puis après tout, il y a une règle, autant la satisfaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les clubs sont beaucoup plus enclins à faire respecter le règlement qu'ils l'ont été au plus tard. C'est un peu aussi à l'image de notre société où on est tous devenus les uns les autres un petit peu plus procéduriers qu'on ne l'était hier. En tout cas, Saïd Ndjimi, merci beaucoup. On l'a rappelé, donc le 1er juillet, ce sera à Royan. Le 1er juillet, notre assemblée générale festive. Donc il y a bien une assemblée générale et je le dis à ceux qui contestent le principe d'absence de rassemblement, ce n'est pas vrai. Donc je compte sur eux pour qu'ils viennent débattre s'ils le souhaitent. Et puis une assemblée générale réglementaire qui aura lieu le 17 juin avec éventuellement une nouvelle série de questions qui leur sera posée le 24 juin. Mais tout ça sera expliqué au club. Un mot concernant le fameux commissaire aux comptes que l'on a vu l'an dernier dans le Médoc, c'est toujours lui? Non, on a changé de commissaire aux comptes. Comment ça se passe avec le nouveau? Très bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Il n'y en avait pas plus que de raison avec l'ancien commissaire aux comptes, mais il était là depuis 40 ans, je crois. Un peu tensé par... Oui, un petit peu, mais il était là depuis 40 ans. Bon, je pense que c'est bien aussi de permettre une autre vision, une autre façon de travailler, d'autres méthodes. Donc c'est pas fondamentalement un sujet. On vous a longtemps tiré dessus à boulet rouge. Heureusement que vous avez une sacrée écorce, parce que sinon ça pourrait être très blessant, profondément blessant, sur la question de la fameuse rémunération. Puisque les clubs n'en veulent pas, pourquoi ne pas mettre fin tout de suite à cette question épineuse? Eh bien justement, le 17 juin, les clubs vont pouvoir répondre sur la question de principe, pour ou contre. Si les clubs votent contre, attention, à plus des 2/3. Donc je compte sur les clubs pour qu'ils puissent voter massivement. Si les clubs sont contre, ça sera supprimer des statuts. Donc ça ira directement dans le sens de ceux qui souhaitent la suppression de l'indemnisation. Ça veut dire deux choses, Saïd Ndjimi. Peut-être que je ne traduis pas bien le message, mais si les clubs disent oui pour la rémunération, c'est qu'ils avaient quelque chose contre vous. S'ils disent non, c'est qu'ils ne veulent pas de dirigeants
salariés. Peut-être Rémunérés. qu'ils se disent aussi que le montant qui m'est accordé est trop important. Donc c'est ce que j'entends dire ici et là. Il faut être aussi en capacité de pouvoir écouter les uns et les autres. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'ils disent non, ça sera supprimé des statuts, il n'y aura plus d'élus rémunérés et on recrutera davantage de salariés. Par contre, s'ils disent oui, ce qui est prévu, c'est de leur proposer la réduction de moitié des indemnisations qui étaient accordées jusqu'alors aux élus. Donc certains doivent redouter l'Assemblée générale du 17 juin parce qu'ils pourraient être candidats. Que ce soit, on parle de François Grenet, je vais y venir dans quelques instants. Certains pourraient être candidats, mais ne plus être rémunérés par la Ligue. Mais est-ce qu'ils resteraient candidats ? Ah, ça, faudra leur poser la question. Ce qui est sûr, c'est que la démocratie, il faut respecter le vote des clubs. Mais j'ai vu le PV de votre réunion où Mathieu Raby et consorts demandaient justement à ce que soit maintenue la rémunération. C'est pas à eux de décider. Oui, mais ça a été demandé. Oui, mais c'est pas à eux de décider, c'est aux clubs de décider. Donc les clubs le 17 juin auront l'occasion de le décider. Moi, encore une fois, je suis un démocrate. En décembre 2022, les clubs à 63 ou à 64% rejettent le principe de rémunération. C'est pas rien. Donc quand on veut être démocrate, il faut respecter aussi la volonté des clubs. Les clubs, le 17 juin, auront l'occasion définitivement de dire oui ou non. S'ils disent oui, ça sera réduit de moitié. Ça permet à la fois de répondre à la demande des clubs, pour ceux en tout cas qui souhaiteraient la supprimer. Et si le cas de figure, c'est celui du montant, eh bien ils auront aussi l'opportunité de pouvoir corriger ce montant de moitié. Bon, et François Grenet, alors, il sera candidat, pas candidat ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit On se parle très régulièrement, c'est quelque chose qui peut être susceptible de l'intéresser. J'apprécie cet homme parce que d'abord, il transpire le football avec sa carrière, avec tout ce qu'il a pu démontrer sur le terrain. Il est très très proche des gens. Il fait la tournée de l'ensemble des clubs avec nous. Et il a toujours ce mot agréable, ce mot sympa avec les dirigeants. On attend ça de la part d'un dirigeant de football. Bon, enfin voilà, tout un tas de sujets, si vous voulez, qui me font dire qu'effectivement, ça pourrait être un candidat idéal. Et puis surtout, est-ce que c'est pas le meilleur moyen que de réconcilier les pros avec les amateurs, puisque finalement il est au milieu de tout ça ? C'est exactement ça, et je trouve que les professionnels sont assez absents de la scène footballistique au niveau des amateurs. On y gagnerait beaucoup à avoir davantage de professionnels. Alors François est un des premiers, mais il y a aussi Cédric Carasso, il y a aussi Ulrich Ramé qui a participé au comité directeur, qui serait susceptible de revenir, Lassina Diabaté et tant d'autres qui sont susceptibles de venir et de revenir. Et François Grenet représente effectivement, comme vous le dites, cette dualité entre d'un côté l'élite et puis de l'autre côté la volonté de rendre au football amateur ce qui lui a tant donné. Et puis Saïd Ndjimi, comme tout n'est pas noir dans votre bilan, les arbitres, vous êtes encore en forme alors que tout le monde pleure parce qu'il y a de moins en moins d'arbitres, c'est pas le cas en Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est pas le cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai que depuis 6 ans on a accompli un travail de fond où je tiens à remercier ce qu'on appelle chez nous les chargés de mission. Ce sont des arbitres en activité plutôt jeunes, entre 25 et 40 ans, et qui donnent de leur temps pour accompagner des arbitres, mais aussi pour aller dans les clubs, pour parler d'arbitrage, ce qui a généré chez nos clubs une envie de recrutement, et je suis effectivement très content puisqu'on est dans une courbe ascendante au niveau des arbitres. On a le nombre le plus important d'arbitres féminines, ça c'est une vraie fierté également, puisqu'on en compte environ 160 sur un peu plus de 1000 sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire national, et ça c'est une vraie fierté. Mais il n'y a pas que le recrutement, il y a aussi la volonté de bannir les actes de violence sur le terrain, et la commission régionale de discipline a dernièrement radié 3 joueurs à vie, ce qui, je l'espère, sera de nature à faire comprendre aux uns et aux autres qu'on ne peut s'attaquer impunément aux arbitres. Nos arbitres attendent ça, de se savoir protéger. Les 99,99% de licenciés de la Nouvelle-Aquitaine, puisque ça concerne que 15 ou 20 cas, sont contents de savoir que ces violences seront traitées de la manière la plus dure possible. Et en additionnant à la fois la dureté s'agissant des violences et en même temps la bienveillance pour faire du recrutement et faire de la fidélisation avec les arbitres, on obtient des résultats. Bon, j'ai vu que vous battiez un petit peu, j'ai rien vu dans le journal, je suis inquiet parce qu'il y a une assemblée générale qui arrive, on ne voit rien. Saïd Ndjimi, comment ça va de ce côté-là ? Parce que on sait qu'il y a une certaine presse qui n'a pas été favorable au bilan de la Ligue, au président que vous êtes. Ça va mieux, ça n'a pas été trop dur. On a vu que beaucoup de clubs étaient derrière vous. Oui, parce qu'il y a une forme d'injustice, c'est-à-dire que d'abord je ne suis que critiquable. Dès lors qu'on s'engage, vous êtes président et vous avez des responsabilités. Dès lors qu'on s'engage sur un mandat électif, il faut accepter. C'est négatif en France. Non, la responsabilité en tant que telle. Non, ce qui est négatif, c'est de ne parler que du négatif.
Donc moi j'accepte 100 fois qu'on puisse être extrêmement critique à mon égard, je le mérite, il n'y a absolument aucune difficulté. Mais par contre, quand on ne parle jamais de foot et quand on s'intéresse qu'à moi, ça pose question. Alors, de vous à moi, lorsque j'étais arbitre sur le terrain, j'ai tellement été critiqué que ça m'a forgé le cuir, en quelque sorte. Donc bon, bon, ça représente pas grand-chose, si vous voulez. Par contre, je suis un peu embêté pour le football néo-aquitain, parce qu'il mérite un autre traitement. Donc là où je suis un peu surpris, c'est qu'une personne sur 195 000, ça ne représente pas grand-chose. Donc c'est vrai que si on pouvait de temps en temps s'occuper des 194 999 autres, bah, ça me ferait plaisir. Concernant les clubs, Saïd Ndjimi, est-ce que le nombre de clubs reste stable dans la Ligue ou est-ce que vous en perdez de par les fusions, de par la géographie de ce long territoire? On en perd. Pas énormément, mais on en perd doucement mais sûrement, dû principalement à des difficultés dans les territoires qui sont assez ruraux, plus ruraux que les autres. Je pense à la Creuse, je pense à la Haute-Vienne, je pense au Lot-et-Garonne par exemple, les Landes aussi, pour partie. Donc là, c'est vraiment la difficulté de maintenir des activités dans les territoires très très ruraux. Et puis ensuite, on a une concentration, tout le monde le sait, dans les métropoles, où les clubs autour de Bordeaux par exemple, ou autour de Limoges, refusent parfois des enfants. Donc c'est le paradoxe de notre football, on perd des enfants dans les territoires ruraux, on perd des clubs, on en gagne dans les territoires métropolitains et parfois même on a du mal à recevoir tous les enfants. Est-ce que la fédération se rend compte de ce problème? Est-ce que vous en parlez avec eux? Oui, on en parle. Après, c'est vrai que c'est difficile de lutter contre ça, puisque lutter contre la baisse du nombre d'habitants dans des territoires, la fédération ne peut pas faire grand-chose, la Ligue non plus. Donc ce qu'il faut essayer de faire, par contre, c'est de maintenir la dynamisation, ou en tout cas de dynamiser davantage ces territoires, et ça passe par l'infrastructure. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'imaginez pas le bien que ça peut faire d'avoir de l'éclairage, par exemple, dans la ruralité, ou encore un terrain synthétique. En tout cas, merci beaucoup Saïd Ndjimi. On rappelle l'Assemblée Générale par voie dématérialisée, ce sera le 17 juin. Le côté festif des choses pour l'Assemblée Générale sera le 1er juillet prochain du côté de Royan. La Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine est toujours en forme, tant administrativement que financièrement. Et on l'a bien compris, politiquement, vous ne prendrez pas de parti et position ouvertement pour le moment et jusqu'à la fin de votre mandat. Je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises. Pour le moment, oui. Jusqu'à la fin du mandat, peut-être pas, parce que j'aurai certainement l'occasion, avant la fin du mandat, de m'exprimer sur ces sujets-là, encore une fois, en fonction des programmes des uns et des autres, et puis aussi de ma sensibilité personnelle. Merci beaucoup Saïd Ndjimi. Et bien évidemment, nous allons suivre aussi la santé de nos clubs néo-aquitains, de nos clubs pro qui éprouvent quelques difficultés en ce mois de juin. Vous l'avez compris, le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Ndjimi, est allé à la rencontre des présidents de clubs cette semaine du côté de la Vienne et de la Charente. Notre correspondant Touamina Siri a tendu son micro vers les présidents de clubs justement pour avoir leur avis sur la gestion instaurée par la Ligue, mais également sur ces temps d'échange qui permettent du partage, de la cohésion et faire avancer quelques idées. La réaction des présidents de clubs au micro de Touamina Siri, c'est tout de suite dans LFNA TV. Eh bien écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours suivi attentivement Monsieur Ndjimi depuis qu'il a été élu à la Ligue. Que pour nous, en tous les cas, club de Mignaloux-Beauvoir, on a trouvé énormément de changements. Il a tenu en plus ses engagements à chaque fois. Et le fait déjà de mensualiser les cotisations, c'est un plus pour nous. Ça nous permet d'avoir des finances plus équilibrées tout au long de l'année. Et quant aux réunions, je pense que Mignaloux, on n'a pas beaucoup loupé, je crois même pas du tout. Toujours intéressé quand le président de la Ligue se déplace dans notre département, ne serait-ce que pour échanger, pour écouter. Et voilà, toujours pour le bien-être des clubs en tous les cas. Je me présente, je suis le président US Réunionnais des Châtellerault. Les sujets que le président de la Ligue a mis en place, ça nous permet d'avoir un échange positif avec lui, malgré même si notre club subit quelques difficultés financement. Et la Ligue, ils sont compréhensifs. On peut s'arranger, payer en plusieurs fois ou l'année suivante. On peut faire un échange positif, vraiment compréhensif. Voilà. Déjà, merci de nous avoir invités. Merci d'avoir fait cette réunion. Et en plus, je trouve que c'est très, très, très important
pas pour le club de Ruffec que je représente, mais pour tous les clubs, parce qu'on a les mêmes problématiques, on a les mêmes soucis. On peut échanger et c'est surtout après la réunion qu'on échange avec les collègues, avec les confrères, les gens avec qui on s'est engueulé le dimanche d'avant. Et puis on trinque, on boit un verre et puis la vie est belle et puis la vie continue. Et non, merci. Et je trouve que c'est le temps qui empêche certainement le président de la Ligue de faire ça plus souvent, ou même les autres instances du football, même charentais. Mais c'est que du bonheur de se retrouver. Ce soir, j'ai été surpris, il y avait beaucoup de clubs présents. Donc ça a été une réunion qui a duré longtemps, très informelle, avec de nombreuses informations nouvelles, comme la dématérialisation des licences complètement, et puis tout un tas de sujets avec le football féminin. Les clubs ont posé énormément de questions. On retrouve les points chauds du football en milieu rural, c'est-à-dire la difficulté à avoir des dirigeants, la difficulté à avoir des équipes de jeunes, la longueur des déplacements avec la crise énergétique. Et donc ces moments sont toujours importants et il faut y participer. Les instances de la Ligue ont essayé de nous donner des réponses concrètes, la possibilité d'avoir des aides, éventuellement sous certaines conditions, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas donner les choses et qu'il y ait un peu du donnant-donnant, c'est normal. Et donc on a appris certains trucs ce soir. Nous, pour le club de Verdille, en ce qui concerne la formation des éducateurs, le district nous en avait fait une à domicile il y a quelques années avant le Covid. Mais je pense que c'est bien de pouvoir décentraliser un peu les choses et de se rapprocher au maximum du milieu rural, qui a des difficultés d'effectifs par rapport au milieu urbain où malheureusement ils refusent des jeunes et tous ces jeunes feraient le bonheur des clubs ruraux. Voilà ce que j'avais à dire ce soir et la réunion se termine par un petit moment sympa comme d'habitude autour d'un verre et d'un petit sandwich. Et le petit verre, évidemment, contrairement au sandwich, est à consommer avec modération. Dans cette émission présidentielle, il est grand temps de donner la parole au président de district. Tout d'abord, Stéphane Basque, président du district de la Vienne, qui a répondu aux questions de notre journaliste Nicolas Coute, le tout cadré par notre correspondant Touami Nassiri. Bonsoir Stéphane Basque, vous êtes le président du district de football de la Vienne. Vous accueillez ce soir le président Ndjimi. 120 personnes sont présentes dans cette salle. C'est quoi l'objectif ? Eh bien, les clubs sont très intéressés lorsque la Ligue vient dans le département parce que les clubs ils veulent un peu des informations et je pense que la Ligue aujourd'hui va donner des informations, notamment tout ce qui concerne la formation et les diplômes, mais également donc, les compétitions. Et aujourd'hui, effectivement, il y a 120 personnes parce qu'à un moment donné, les clubs ont besoin d'écouter et d'entendre les élus régionaux. Vous parlez de votre club, de vos clubs, pardon. Nous allons aborder ce football dans la Vienne. Est-il en bonne santé, Stéphane Basque ? Eh bien, je dirais oui. L'objectif était de dépasser les 17 000 licenciés. Nous avons à peine 17 200 et ça, on peut s'en féliciter. Les résultats sportifs sont mitigés, mais on le savait parce que, eu égard aux réformes des compétitions nationales et régionales, donc, mais elles sont moins catastrophiques que prévu parce que de R3, nous n'avons que 4 descentes. Et donc, par rapport à d'autres districts, il ne faut pas qu'on se plaigne, mais je dirais que dans l'ensemble, oui, les résultats sont bons. Mais vous étiez quand même un heureux vénard avec 3 clubs présents en National 3. Tout à fait, on en avait 4 cette année. Ouais. Donc effectivement, l'année prochaine, la saison prochaine, donc Neuville malheureusement descend, nous n'aurons que 3 clubs en National 3. Mais bon, on peut s'en féliciter parce qu'on était le seul district qui avait 4 équipes en N3. Alors, on connaît tous le personnage et la personne qu'est Saïd Ndjimi et j'abordais avec lui l'Assemblée générale dématérialisée. On a pu voir que certains étaient mécontents de cela. Et en revanche, il y a une assemblée générale festive le 1er juillet. Vous, en tant que personne, puis après en tant que président de district, que pensez-vous de ce côté dématérialisé ? Eh bien, c'est une question qu'il faut poser au club, avant président de district. Ils n'ont pas l'air mécontents. Mais disons qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Effectivement, le fait que la Ligue Nouvelle-Aquitaine compte 12 districts, on est comme un territoire qui correspond à l'Autriche. Effectivement, demander au club de faire 300 voire 400 km pour assister à une assemblée générale. Le président a tout à fait raison de dire dématérialiser 80 à 90%, les présidents y votent. Et lorsque c'est une assemblée générale, disons,
en présentiel, eh bien, effectivement, il y a beaucoup plus de pouvoir et moins de présence. Donc, effectivement, lorsqu'elle est dématérialisée, eh bien, les clubs se prononcent très clairement sur les décisions. Et en plus, le bilan carbone est meilleur. Effectivement. C'est la mode. Tout à fait. Mais il est vrai aussi, ce qui est important, c'est les échanges qu'il peut y avoir entre la Ligue et les clubs. Mais bon, aujourd'hui, il y a la réunion de secteur. Donc les clubs, s'ils ont des questions, ils vont pouvoir poser les questions au président de la Ligue. On a vu qu'il y avait déjà un premier candidat pour la présidence de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, le président du district des Pyrénées-Atlantiques. Vous avez tendance à être le plus charismatique pour la partie nord de la Nouvelle-Aquitaine. Serez-vous, Stéphane Basque, candidat ou pas à la présidence de la Ligue de football? Alors, candidat à la Ligue, ça certainement pas, donc ça c'est clair, et au district on verra. Pour l'instant je suis dans l'action, on verra ça, donc en janvier 2024, j'annoncerai si je suis candidat ou pas à la présidence du district. Mais pour l'instant il n'y a pas d'urgence. Vous vous sentez usé? Pas du tout. Pas du tout. Donc vous allez repartir? Peut-être, on verra. D'accord. On verra les circonstances. C'est incroyable comme quoi la politique, et je m'en étais pas rendu compte avant, mais la politique est quand même au centre du jeu, plus que le jeu qu'est le football lui-même en fait. Ça vous étonne pas, vous? Non, mais moi la politique ne m'a jamais animé. Donc le seul intérêt qui compte, c'est l'intérêt des clubs. Et si à un moment donné je dois repartir, je l'annoncerai au club en priorité. Et qu'est-ce qui se passe avec vos collègues présidents de district versus la Ligue? J'ai pu lire certains PV d'Assemblée Générale où certains souhaitaient faire rebrousser le chemin des clubs quant à la rémunération. Je parlais à Saïd Njimi tout à l'heure de sa rémunération. Qu'est-ce qui se passe avec ces présidents de district, avec vos confrères? Il y a deux clans, les membres du comité directeur de la Ligue et les présidents de district. Comment ça se passe? Alors, moi, la polémique ne m'a jamais intéressé. Mais moi, je suis journaliste, donc tout à fait. je vous pose la question parce que vous semblez le plus neutre. On a l'impression que vous êtes un peu la Suisse. Vous parlez de l'Autriche, vous êtes un peu la Suisse parmi tous ces. Tout à fait, mais moi, la polémique ne m'a jamais intéressé. Seul l'intérêt des clubs, il compte. Donc, effectivement, en tant que président de district, donc je défends mon territoire et je défends mes clubs. Après, le reste, moi, ça me passe au-dessus de la tête. Vous voyez, vous me faites une réponse de politicien. Donc, oui. la politique, ça vous anime un petit peu. Stéphane Basque, que demandent vos clubs à la Ligue? Plus de moyens, plus de terrains synthétiques, plus d'arbitres? C'est quoi le discours? On sait que vous allez régulièrement, que vous êtes quasiment tout le temps quand on est président de district sur le terrain. Qu'est-ce que veulent les clubs? Les clubs, ils veulent jouer. Ça, c'est extrêmement important. Ce sont les compétitions départementales et régionales. Vous voyez, j'avais même posé la question à Saïd Njimi, au président de la Ligue, en disant « Moi, je pense qu'il serait mieux de créer 2 poules supplémentaires en R3. Les clubs veulent jouer en Ligue, mais ne veulent plus se déplacer. Après qu'on fasse de l'élitisme en R2, R1 National 3, tout à fait. Mais qu'on laisse tranquille la R3. » Ça, c'était une proposition de Stéphane Basque. Elle n'a pas été retenue, mais bon, peut-être que ça peut avancer. C'est ce que veulent les clubs, mais les clubs aujourd'hui, on verra tout à l'heure s'ils sont mécontents ou pas de la gestion de la Ligue, mais je ne le pense pas. Aujourd'hui, Stéphane Basque, vous pensez, et votre point de vue est tout à fait intéressant, vous pensez qu'il faut limiter les divisions départementales pour augmenter le nombre de clubs en régional, et du coup, vous venez de me répondre implicitement. Oui, parce que les clubs, aujourd'hui, les clubs veulent jouer en Ligue. C'est mieux même pour le trésorier. Tout à fait, ils veulent jouer en Ligue, ça c'est clair, mais ils veulent faire très peu de déplacements. Mais effectivement, problème de la flambée des coûts de l'énergie, c'est un point. Puis également, il y a le travail. Tous les joueurs ou les joueuses aujourd'hui travaillent parfois le samedi et le dimanche. Donc à un moment donné, voilà. Donc ils veulent jouer le samedi soir pour être tranquille le dimanche, mais également ils ne veulent pas faire trop de kilomètres. Et ça, je le comprends. Je considère qu'en R3, c'est du plaisir. Il ne faut pas oublier, c'est du foot amateur avant tout. On a l'impression quand même que tout va bien dans votre district. Vous parliez des 4 clubs en National 3. Bon, il y en a un qui descend, c'est le jeu. Il y a aussi le foot féminin qui marche bien. Vous avez des clubs présents au sein de l'échiquier régional, que ce soit en R1 ou en R2. Comment vous faites pour avoir du monde? Il y a même du futsal, j'ai vu. Parce que le travail des clubs est considérable. Les clubs font du travail dans leur club. Les dirigeants font beaucoup de travail. Les dirigeants, les éducateurs, les bénévoles font énormément de travail. Et c'est pour ça qu'on a des résultats aujourd'hui. Effectivement, les féminines, ça représente à peu près un peu plus de 10% de nos licenciés. Donc vous dites merci au club? Bien sûr, merci au club. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que tout ce monde, ce sont des bénévoles avant tout. Ils veulent faire en sorte que leur club ils jouent au maximum et surtout qu'ils prennent plaisir à jouer. Et c'est ça le plus important. Vous pourriez faire de la télé, Stéphane Basque, parce que vous anticipez les questions. J'allais vous parler du bénévolat. Est-ce que ce n'est pas trop difficile, Saïd Njimi, nous parler des Landes, du Lot-et-Garonne, pour maintenir le nombre de clubs et surtout les bénévoles? Est-ce que vous n'avez pas de faillite, entre guillemets, de ce côté-là? Est-ce que vous avez toujours le même nombre de bénévoles? Est-ce qu'il croît? Est-ce qu'il décroît? Comment ça se passe? Non, le nombre de bénévoles a baissé juste après le Covid. Ça, c'est clair. Au moins, les anciens n'ont pas renouvelé leur licence. Et ça, effectivement, c'est une difficulté.
aussi bien dans les clubs, mais également nous, districts. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de compétences et effectivement, on a un manque de bénévoles. Mais ça, c'est clair. Mais ça, aujourd'hui, c'est le football d'aujourd'hui. Hein. Donc, ce n'est pas le football qu'on a connu il y a 20-25 ans. Ça, je pense qu'il faut en prendre acte. Aujourd'hui, les joueurs, ils jouent parce qu'ils veulent jouer. C'est de la consommation. Et les bénévoles, aujourd'hui, ils sont là. Puis peut-être que demain, ils ne seront pas là. Mais à un moment donné, c'est à nous, instance départementale, d'accompagner et d'aider les clubs. C'est pour ça que j'avais proposé au président Diallo, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de réaliser des tutos pour aider un maximum les clubs. Prenons un exemple, notamment sur les mutations hors période, hors période ou période normale. Les gens n'y connaissent rien, surtout quand ils débarquent. Eh bien, il y aura des tutos à ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que des mutations ? En 2 minutes, on a l'information. Et c'est ça qu'il faut impérativement, il faut accompagner et aider les clubs. Vous êtes un peu comme Saïd Njimi 2.0 avec ces tutos. Ce serait une bonne façon aussi, Stéphane Basque, peut-être de limiter le nombre de recours des clubs régionaux dès lors qu'il y a un problème de licence, de mutation, de qualification. C'est aussi ça ? Ça permettrait de désengorger les commissions ? Oui, peut-être. C'est un peu précurseur ? Peut-être, mais au moins ça soulagerait surtout les collaborateurs. Parce qu'à un moment donné, même si le district de football de la Vienne a embauché un collaborateur supplémentaire dans le cadre des compétitions, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas tout faire. Et c'est là que les tutos, ils peuvent servir. Moi, personnellement, j'ai un problème informatique, j'interroge Google et j'ai l'information. Eh bien, les clubs devraient faire la même chose. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au football de la Vienne ? Eh bien, que la saison prochaine, qu'on passe encore une meilleure saison, au moins sur le plan compétition, que nous gardons nos 3 équipes de N3 et pourquoi pas une montée supplémentaire. Vous êtes gourmand. Oui, mais bon, on a dû vous le dire, c'est déjà oui, 3 clubs. Oui, mais bon, peu importe. Mais l'objectif, c'est surtout que les clubs prennent plaisir à jouer. Et ça, pour moi, c'est plus important qu'ils va sur les clubs tous les week-ends, samedi, le dimanche. Bon, je vais sur les clubs et je les écoute, je les entends. Mais qu'est-ce que veulent les clubs ? C'est jouer au foot. Je vois bien quand je vais en 5e division, on est le seul district, on a encore des clubs dans une commune de 300 ou 400 habitants. Le maire est très heureux parce qu'il dit que c'est la seule animation que nous avons le dimanche, les anciens avaient un match de foot, puis et c'est une bande de copains ou de copines et bien, qui viennent jouer au foot. Certes, c'est vrai, c'est pour gagner, mais si on ne gagne pas, c'est pas très grave, on continue. Donc c'est du foot loisir à ce niveau-là ? Non, pas forcément, mais à un moment donné, on a besoin des deux, de la compétition, mais également du loisir ou de la détente, peu importe. L'objectif, c'est de jouer au foot. Merci Stéphane Basque, on l'a bien compris, vous êtes un président heureux à tout point de vue, les chiffres sont bons, les clubs sont présents au plus haut niveau régional, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah ben, heureux, je ne sais pas, les clubs le diront, mais à un moment donné, il faut rester positif. Merci beaucoup. Merci. Autre président après Stéphane Basque à avoir répondu aux questions d'LFNA TV, le président du district de la Charente, Gilles Roufinia, au micro de Touami Nassiri. Alors le bilan du district de la Charente pour la saison 2022-2023, c'est un peu comme un match de football. Il y a des bonnes périodes et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus difficiles à gérer. Alors sur le plan des satisfactions, tout d'abord les licenciés. Nous terminons avec 12 600 licenciés, c'est-à-dire 1%, donc j'équivaut cela à une stabilité. Mais après une année de forte hausse à plus de 11% la saison dernière, ce qui veut dire que nous avons réussi notre premier objectif de la mandature, qui était d'inverser non pas la courbe du chômage, mais la courbe de la baisse des licenciés. C'est une bonne satisfaction. Dedans, il y a effectivement des catégories qui nous posent une certaine vigilance, les seniors, les féminines, mais également d'autres catégories où ça se passe bien, plus 7% de dirigeants, plus 13% d'arbitres et plus 3,5% sur les jeunes entre les U13 et le U18. Alors j'en profite pour remercier les clubs parce que le mérite leur revient à 100%. Ce sont effectivement les clubs qui font prendre des licences. C'est eux qui reçoivent les jeunes, c'est eux qui les accueillent dans leur école de football. Donc ce mérite de la stabilité des licences revient au club. Un grand merci à tous. Sur le plan sportif, les résultats sont mitigés. Tout d'abord de la satisfaction avec le maintien de la CFC en National 2, avec de belles compétitions au championnat et avec de superbes finales de coupe, à la fois les coupes seniors, les coupes féminines et les coupes de jeunes qui viennent se dérouler dans les 2 derniers week-ends. Vraiment de très très belles finales, de la passion, du jeu, beaucoup de buts et surtout un état d'esprit irréprochable. Donc là encore, bravo au club et bravo à leurs supporters. Quelques regrets bien entendu, la descente de l'ASJ Soyaux en D1 féminine, la descente également de Cognac et puis de Ruel qui passe de R3 en division départementale, avec la complexité supplémentaire pour certains clubs de difficultés extrasportives. Tout n'est pas rose dans le monde du football puisque nous constatons une montée des incivilités, des discriminations et de la violence. C'est un véritable fléau pour notre sport.
C'est un enjeu qui nous concerne tous. Nous allons en faire la grande cause nationale de notre dernière année de mandature. Et je compte sur toutes les bonnes volontés parce que ce qui se passe quelquefois est insupportable, intolérable, inqualifiable et nous devons agir tous ensemble. Nous avions 3 priorités cette année, le développement de la pratique féminine, un plan de relance de l'arbitrage et puis enfin l'accompagnement des clubs qui est l'une de nos priorités. Sur le plan de la pratique féminine, l'objectif est simple, c'était de permettre à un maximum de jeunes filles de jouer le plus souvent possible. Même si elles n'ont pas de club, et même dans des formats que l'on n'imaginait pas jusqu'à présent, du foot 3, du foot 5. Donc nous avons organisé au niveau du district 4 dimanches de foot féminin. Une vingtaine de plateaux ont été organisés par les clubs. Bon an, mal an, ça veut dire que l'on a permis de toucher une quinzaine de clubs et plus de 100 à 120 jeunes filles, avec notamment des jeunes filles que l'on appelle isolées, c'est-à-dire qui sont dans des clubs où il peut y avoir une licenciée, 2 licenciés ou 3. Il n'y a pas de raison qu'elles ne jouent pas. Il faut qu'on trouve des moments, ce qui a été le cas cette année, pour qu'elles pratiquent et donner envie d'aller plus loin après, de jouer en équipe. En complément, nous avons 4 clubs qui ont demandé leur label école de foot féminin, et ça c'est une très très bonne chose parce que la structuration est un axe important du développement. Et puis pour les dirigeantes, nous avons créé le club des dirigeantes charentaises. C'est un club qui permet aux femmes de se réunir, d'échanger sur leurs bonnes pratiques, de poser leurs questions, de faire part de leurs difficultés, de leurs besoins, de leurs attentes. Donc c'est un club qui débute, mais j'espère fermement que nous allons développer le nombre de dirigeantes qui vont y participer. Notre deuxième priorité, c'est le plan de relance de l'arbitrage. C'est un enjeu important à la fois pour la pratique du football et pour la structuration de nos activités. De bons résultats, là aussi, plus 13% d'augmentation d'arbitres. Nous avons organisé 4 formations initiales d'arbitres, c'est-à-dire plus de 50 nouveaux arbitres formés, dont 5 féminines. Nous avons organisé également une journée de l'arbitrage, une journée de promotion, qui a réuni 12 clubs et environ 80 jeunes. Et puis, un point important, 26 interventions dans les clubs, à la demande des clubs, pour sensibiliser les jeunes, que ce soit des U6, U9 ou que ce soit des U11, des U15, les sensibiliser aux règles de l'arbitrage, aux difficultés de l'arbitrage, à l'interprétation des règles, donc d'une façon très ludique, avec des supports audiovisuels, avec un jeune conseiller technique en arbitrage qui est venu parler aux jeunes comme un jeune peut leur parler. Donc vraiment quelque chose de très intéressant. Et je remercie les clubs qui nous ont sollicités. Et je dis aux autres que la saison prochaine, chaque fois qu'ils voudront que l'on vienne parler d'arbitrage dans leur club, nous serons à leur disposition. Dernier volet, l'accompagnement des clubs. Dire qu'en matière de formation, cette année, nous avons eu 15 sessions, soit 225 stagiaires qui ont été formés. C'est un chiffre quand même très important. Et puis, je voudrais dire que le district, comme l'a évoqué tout à l'heure le président de la Ligue, le district n'a pas vocation à se créer de la richesse pour lui. Notre volonté politique, c'est de redistribuer aux clubs ce qu'ils nous donnent à travers leurs adhésions, à travers les amendes, etc. Nous avons cette année offert 20 000 € de dotation à travers nos différentes finales. Et puis nous avons créé une action innovante, un coup de pouce pour permettre aux clubs d'être aidés sur des actions de structuration, de formation. Au total, 9 clubs en ont bénéficié. Nous avons distribué 4 700 €. Fait du hasard, c'est exactement le résultat net que nous avions fait l'an dernier et que nous avions présenté au club. Ce qui veut dire que sur la saison dernière, le district n'a pas gardé un centime de l'argent qui lui a été confié par les clubs. Et nous retrouvons donc la personne qui nous reçoit ce soir pour cette émission d'LFNA TV. C'est Johan Croiser qui est le responsable du pôle senior de l'Étoile Maritime, responsable également de la formation. Ça concerne l'ensemble du poste, on va y revenir tout à l'heure, mais les garçons et les filles. Bonsoir Johan, merci de nous recevoir. Bonsoir Benjamin, avec plaisir. On suppose que tout va bien, les sourires sont de sortie. On va l'évoquer dans un instant, Johan, avec cette montée, ce scénario incroyable pour l'Étoile Maritime. Mais tout d'abord, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte pour 2 raisons. La première, c'est que les gens, les aficionados de l'émission LFNA TV doivent, ceux qui n'habitent pas en Charente-Maritime, se poser quelques questions. D'une, pour ceux qui suivent tout le temps l'émission, que fait l'Étoile Maritime
à Étré. 2, que fait Johan Croiser à l'Étoile Maritime? On va répondre à la première question. Johan, puisque l'Étoile Maritime, tout le monde le sait, c'est un club emblématique de la ville de La Rochelle, un club de quartier, mais qui a fusionné récemment, il y a 2 ans de mémoire, avec le club d'Étré pour ne former qu'un. Exactement, oui. C'est une fusion, donc deuxième année de fusion entre Villeneuve, le club de OPM et LVS, Villeneuve-les-Salines, et puis l'ESA Étré. Voilà. Donc oui, deux mondes bien différents. Le côté sportif qu'avait Villeneuve, avec seulement une carence de structure, et puis Étré, qui sportivement, ça devenait un petit peu plus compliqué, mais qui avait la structure administrative, et donc les deux clubs se sont rejoints naturellement pour former l'Étoile Maritime. Avec cette fusion, Johan, je ne sais pas si vous avez tous les chiffres en tête, mais ça donne combien d'équipes au total, tout confondu, et combien de licenciés environ? Alors, on est quasiment à 300 licenciés sur les deux clubs, avec en plus cette année une section féminine. Donc, c'est 14 équipes, tout confondu, entre les seniors garçons, filles, la formation, plus après l'école de foot. Ouais. Donc, 17 éducateurs et 14 équipes. Et ça donne 2 sites pour les entraînements et pour les matchs. Le site évidemment emblématique du côté de la cité rochelaise, et puis Étré, pour ceux qui ne connaissent pas l'agglomération de La Rochelle, c'est l'une avec Périgny des 2 plus grosses villes de l'agglo qui collent vraiment La Rochelle. On est à quelques minutes à vol d'oiseau du club historique de Villeneuve-les-Salines. Ah oui, je crois qu'on doit être on est peut-être à 500 mètres, même pas à vol d'oiseau de Villeneuve. Et puis, oui, Étré touche, on est à 5 minutes des minimes, hein, donc on est vraiment, vraiment tout près. Et on va y revenir à cette saison incroyable dans quelques instants. Mais alors la deuxième question, pour ceux qui ont l'habitude de suivre LFNA TV, c'est que fait Johan Croiser avec le logo sur un maillot blanc, le logo de l'Étoile Maritime FC, puisque quand on s'est vu la dernière fois, c'était avec des couleurs rouges et blanches de l'entente sportive La Rochelle. Ça a été un départ en janvier 2022, si mes souvenirs sont bons, et derrière, eh bien, comme ça se passe souvent d'ailleurs sur le territoire national français, un départ vers un concurrent finalement. Oui, alors après 4 années de directeur sportif à l'ESR, l'apport de d'autres dirigeants et une nouvelle orientation sportive qui me correspondait de moins en moins. Et puis c'est comme ça, vous savez, c'est la vie, hein, c'est la vie dans le football. Je ne suis pas le premier et je ne serai certainement pas le dernier. Voilà. Et puis donc d'un commun accord, on s'était arrêté avec les dirigeants de l'ESR, oui, janvier-décembre 2021, janvier 2022. Et puis sous l'impulsion de Catherine Léonidas, première adjointe, qui m'a demandé de rejoindre l'Étoile Maritime parce qu'il y avait un projet qui pouvait être intéressant. Donc j'ai rencontré Monsef, le directeur sportif, et on a travaillé pendant 3-4 mois ensemble, de janvier au mois de mai 2022 pour essayer de voir où est-ce que je pouvais moi apporter à ce club, qui vraiment était tout nouveau parce que ça faisait à peine une année et il y avait plein de choses à faire. Et puis comme ils avaient un projet de monter en R1, il y avait surtout une labellisation à essayer d'obtenir et puis une section féminine à mettre en place. Donc c'est ce qui a été mes premiers rôles à l'Étoile Maritime en septembre 2022. Et on en parle souvent en football, de ce genre de parcours et de transfert entre guillemets. Et en football, ce sont des choses qui arrivent très régulièrement. Le paradoxe fait que vous accrochez la montée avec l'Étoile Maritime et que donc vous allez être dans la même division que l'entente sportive La Rochelle la saison prochaine, avec la possibilité d'un derby et d'un match particulier pour vous, Johan. Oui, parce que fin octobre 2022, les résultats étaient en dents de scie au niveau de l'équipe senior. Et puis Monsef, le directeur sportif, a estimé qu'il était temps de mettre une nouvelle impulsion. Donc il m'a proposé le poste d'entraîneur de l'équipe senior première. Donc sans grande hésitation, j'ai accepté ce challenge parce que c'est ce que je fais depuis maintenant plus de 20 ans. Et puis après 4 années de directeur sportif à l'USR, j'avais aussi besoin de retrouver le terrain. Donc j'ai pris cette fonction supplémentaire et puis voilà, il nous restait 16 matchs. Il fallait en gagner minimum 13 pour aller au bout et puis c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc oui, une montée en R1 et
Alors, aucune revanche envers l'ESR ou quoi que ce soit. Eux, ils ont leur parcours à faire et nous, à l'Étoile, on va se concentrer sur le nôtre. Mais effectivement, la saison prochaine, hormis une poule différente, il y a de grandes chances qu'on se retrouve avec l'ESR la saison prochaine en R1. Oui. Et même s'il n'y a pas de revanche, il y a toujours la suprématie locale à aller chercher, cette place d'équipe forte de la cité rochelaise. Johan, on va évidemment évoquer le projet dans un instant, dans une deuxième partie de l'interview. Mais alors, on a vécu cette fin de saison comme un feuilleton, finalement, un peu comme en N2, un peu comme en N3, dans tous les échelons du foot en Nouvelle-Aquitaine. Feuilleton incroyable. Il y avait notamment un trio composé de Périgny, de l'Étoile Maritime et de Cos pour aller chercher cette place. On a cru un instant que ça allait être Périgny. Et finalement, sur cette dernière journée, des images de joie incroyables dans votre vestiaire et chez vos supporters. Alors, on a parlé de déclic psychologique avec votre arrivée à l'instant, Johan. Il y a une période pas facile à diriger et à gérer. C'est la période évidemment du Ramadan, puisque le club est un club de quartier et il y a beaucoup de joueurs de confession musulmane. Mais je suppose que tout ça mis bout à bout, ça a été une saison à rebondissement et une saison intense pour vous, pour le coach que vous êtes et le dirigeant que vous êtes. Oui, ça a été une saison passionnante, même si c'était un bout de saison, parce que c'est que depuis le mois de novembre, c'est 16 matchs, mais ça a été très 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 intense, et j'ai découvert plein de choses, et notamment, comme vous dites, cette période de Ramadan, où sur des matchs le soir, avant de casser le jeûne, où donc il a fallu qu'on s'adapte. Ça a tiré quand même sur les organismes aussi, ça c'est clair. Et puis c'est justement sur cette période où on était vraiment très très bien, on a baissé un petit peu physiquement, et Périgny et Cause en a aussi profité pour venir aussi à notre hauteur. On perd notre premier match aller contre Périgny à domicile 1-0 pendant cette période-là. Et puis, il a fallu retravailler pour justement essayer de reprendre un peu de caisse, comme on dit, sortir de cette période de Ramadan pour finir tambour battant sur la fin de saison. Et sachant que Cause et Périgny ne lâchaient pas non plus de points, donc il a fallu aller faire ce gros match à Périgny, le match retour, pour aller rectifier cette erreur du match aller. Et donc, ça a été passionnant jusqu'au bout, même s'il fallait quand même gagner le dernier match chez nous contre Cognac pour assurer la montée. Et ça a été gagné largement, victoire 5-1. Vous en parliez tout à l'heure, Johan, ce besoin de retrouver le terrain. On suppose que là, avec que des finales à gérer, le fait d'avoir un impact directement et d'être sur le bord de la touche, ça a dû rappeler des souvenirs, provoquer beaucoup de sensations et finalement vous donner raison sur le fait de retrouver le terrain. Oui, c'est... Quand on est entraîneur, on vibre surtout par ça, par ce vestiaire, par ce terrain, par ce banc. C'est même plus stressant pour nous, staff, de vivre ces matchs que d'être sur le terrain. Je préférerais presque être encore sur le terrain. Maintenant, à l'âge que j'ai, je suis bien content de pouvoir profiter encore de ces moments-là. Après, au niveau du stress, j'ai quand même et Najib et Sadio, qui sont mes adjoints, sont vraiment deux personnes qui m'aident énormément là-dessus, qui m'aide aussi à gérer le groupe, parce que je pense que le groupe a aussi bien appris des erreurs passées sur la capacité à gérer les émotions sur des gros matchs. Et je pense que combiné à tout ça, on a réussi à gagner les deux gros matchs importants, que ce soit Cause chez nous à domicile et puis Périgny à l'extérieur. Et ça sera donc la R1 la saison prochaine pour ce club de l'Étoile Maritime. On va se retrouver avec Johan pour la deuxième partie de l'interview dans un instant. On va d'abord vous donner tous les résultats. N2, N3, Ligue 2, c'était là aussi un sprint final incroyable. Le dénouement a été joué ce week-end pour la Ligue 2, pour également la N2 et la N3. Une chose est sûre, le dénouement était déjà fait pour la descente en R1. Johan, on va voir les résultats et les classements dans un instant, mais on sait que la réserve des Girondins, par exemple, va se retrouver au même échelon que vous la saison prochaine. Ça doit faire bizarre et surtout, vous devez surveiller parce que vous devez regarder, Johan, un petit peu qui pourrait potentiellement se retrouver dans votre poule la saison prochaine. Oui, effectivement, depuis dimanche soir, on essaye de se projeter gentiment sur la saison prochaine parce que on est quand même quasiment maintenant début juin et dans moins de 3 mois, ce sera le retour du championnat, la R1. Donc entre les descentes de N3 qui potentiellement pourraient être dans notre secteur, plus
plus les équipes restantes, oui, on voit que la réserve des Girondins de Bordeaux va être en R1. Ouais, ça paraît assez incroyable. Honnêtement, je préférerais éviter les Girondins, même si pour le prestige de pouvoir jouer contre les Girondins de Bordeaux, ça peut être assez intéressant. Allez, les résultats N2, N3, Ligue 2 tout de suite et on retrouve Johan Croiser, le responsable des équipes seniors de l'Étoile Maritime pour la deuxième partie de l'interview dans cette émission d'LFNA TV délocalisée du côté des Traits. On débute cette large page consacrée aux résultats avec la 38e journée de Ligue 2 BKT et on en sait un peu plus dans l'affaire des Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui recevait Rodez ce week-end avec à la clé la possibilité de monter en Ligue 1. Le tout dans un Matmut Atlantique chaud bouillant rempli par 42 000 spectateurs. Malheureusement, la fête a été gâchée après 23 minutes de jeu. Match arrêté alors que Rodez menait 1-0. Match arrêté en raison de l'agression d'un supporter bordelais sur le joueur Lucas Boadès. Le Ruténois qui était en train de célébrer son but lorsqu'un membre des Ultramarines a surgi de derrière la bâche pour s'en prendre à lui. Ce lundi, la Ligue professionnelle de football a décidé de placer le dossier en instruction. Une enquête supplémentaire d'une semaine va être mise en place pour faire la lumière sur les incidents et rendre une décision lundi prochain aux alentours de 13h. En attendant cette décision, le résultat du match, lui, n'est pas comptabilisé dans le classement officiel. Malgré tout, et c'est une certitude, Pau a validé son maintien. Pau qui a battu le Stade Malherbe de Caen au Noustecamp 1-0 grâce à un but de l'attaquant du Costa Rica Myron George à la 31e minute. Et puis les Chamois-Niortais, eux, étaient déjà condamnés. Ils ont décroché un nul spectaculaire contre Quevilly-Rouen. Score final 3 buts partout. Réalisation signée Zemzeni Sagna et Bilal Boutoba pour son dernier match avant de signer à Clermont. Nous ferons un point complet et précis lundi prochain dans LFNA TV concernant le classement final qui pour le moment, on le rappelle, c'est l'information du soir, n'est pas définitif. En National 2, voici les résultats des clubs de Nouvelle-Aquitaine dans le groupe D avec le nul 1 but partout entre Trélissac et la réserve du FC Nantes. La victoire 1-0 pour Angoulême-Charente sur la pelouse de Saumur. La victoire 3-1 du Gol FC face au Stade Bordelais. Et puis le carton du week-end est à mettre à l'actif des hommes d'Erwan Lanuzel, Bergerac-Périgord qui s'impose face à Vierzon sur le score sans appel de 6-1. Conséquence au classement. Promu le Gol FC, le club à côté de Lyon qui décroche donc la montée en nationale. Les relégués sont le Stade Bordelais, Moulins-Isère Foot, la réserve du FC Lorient, la réserve du FC Nantes et Vierzon. Meilleure attaque Vendée-les-Herbiers avec 54 buts marqués. Puis chapeau à Angoulême-Charente, le club de Nouvelle-Aquitaine qui termine meilleure défense de l'exercice avec seulement 19 buts encaissés. On passe aux résultats de la dernière journée de National 3 avec le groupe A, celui des clubs de Nouvelle-Aquitaine. La victoire 1-0 de Châtellerault en déplacement à Libourne, la victoire 3-2 en déplacement également pour les Genêts d'Anglet sur le terrain de l'Èche-Cap-Ferré. La victoire 4-2 pour Chauvigny face à Neuville. 3 buts partout dans un match fou entre Porte-Entre-deux-Mers et le Stade Montois. 6-0 le carton du week-end pour la réserve du Pau FC face à Guéret. 3-1 pour l'Aviron Bayonnais contre le Stade Poitevin. Et puis un but partout entre les deux réserves, celle des Chamois-Niortais et celle des Girondins de Bordeaux. Conséquence, Libourne, vous le savez déjà, monte en National 2. Et puis les 5 clubs relégués en National 3 sont la réserve des Girondins, Porte-Entre-deux-Mers, le CA Neuville, l'ES Guérétoise et le Stade Montois-Libourne qui termine meilleure attaque et meilleure défense du championnat. Le point complet désormais en Régional 1 avec tout d'abord la poule A grâce à une victoire courte mais très précieuse 1-0 sur le terrain de Saint-Jean d'Angély. Le FC Choré, vous le voyez, décroche la première place du classement et monte en National 3. Les 5 clubs relégués en R2 sont Parthenay-Viennet, Niort-Saint-Liguerre, Montmorillon, Ligugé et Royan. Dans la poule B, l'AS Panazol est allé gagner 4-2 sur le terrain du stade Saint-Médardais et décroche donc une montée historique en National 3. Les 5 clubs relégués sont les suivants: la JA-Île, Cognac, Saint-Pantaléon, le stade Saint-Médardais et Mussidan Saint-Médard. Et puis dans la poule C, Saint-Paul Sport n'a pas tremblé en écrasant Arine Lusienne 4-0. Saint-Paul Sport qui monte en N3 dans le bas de tableau. Les 5 clubs qui descendent sont les suivants: FC l'Escarien, réserve du stade Bordelais, Football Club Tartas Saint-Yaguen, FC Grave ou encore le FC Marmande 47.
De retour après ces résultats classement du côté de l'Étoile Maritime dans les locaux à Étré, puisque on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, c'est une fusion avec le club d'Étré et le club de Villeneuve-les-Salines. On est au stade d'Étré, toujours avec Johan Croiser, le responsable des équipes seniors. Johan, c'est dans ce stade à Étré que l'équipe Fagnon joue ses matchs à domicile? Oui, depuis le mois de janvier. Depuis que j'ai repris l'équipe, et puis la fin de notre suspension, parce qu'on était à huis clos pendant 6 mois, donc c'était plus simple de cadenasser le huis clos à Marc-Garnier, à Villeneuve. Et donc depuis la fin de la suspension, on est venu jouer ici à Étré, puisque le complexe, la largeur du terrain, la longueur du terrain, on ressemble plus à un niveau R2, R1, voire plus. Donc moi d'entrée, c'est ce que je voulais qu'on vienne jouer à Étré. Et puis le complexe est quand même très sympa, avec une capacité d'accueil, avec une belle tribune de plus de 700 places. Donc ça fait partie de la progression du projet d'aller jouer en R1, de jouer sur ce terrain. Ça fait partie de la corbeille de la mariée, d'une fusion. Il y a les avantages, les inconvénients. Ça, c'est un avantage d'avoir 2 installations et d'avoir pu bénéficier aussi de ce stade magnifique, même s'il y a évidemment toujours des choses à faire. Mais c'est un peu le cadeau de la mariée, ça, Johan. Oui, c'est sûr que dans ce genre de fusion, oui, avec des projets comme l'Étoile Maritime a sur le moyen terme, de profiter tout de suite d'installations comme Étré. Alors effectivement, il y a un terrain qui est moyen, parce que c'est compliqué quand c'est un terrain qui n'est pas très entretenu, de pouvoir tout de suite l'entretenir. Pour une municipalité, il y a un laps de temps à mettre en place, c'est normal, mais on fait avec nos moyens. Voilà, les joueurs le savaient. On a fait ce qu'il fallait sportivement pour qu'on puisse avoir un terrain quand même correct. Maintenant, il faut encore l'améliorer, parce que la R1 va demander encore d'autres qualités, donc il faut qu'on soit encore mieux sur ce terrain. Mais c'est bon, ça va le faire. Alors, j'ai choisi aussi de faire une partie de l'interview dans les tribunes, puisque à ma place, pendant les matchs de l'Étoile Maritime, il y a des supporters de l'Étoile Maritime. C'est un petit peu la chanson de Brassens, hein. L'Étoile Maritime, c'est la mauvaise réputation. Pourtant, ils ne font de mal à personne, comme dirait Georges Brassens, parce que c'est vrai que quand on dépasse le cadre de l'agglomération rochelaise, on entend le nom Étoile Maritime, on ne l'associe pas forcément toujours aux bonnes choses et aux bonnes personnes. C'est un club familial, un club essentiel dans une ville comme La Rochelle, comme plein d'autres villes en France, parce que c'est un club de quartier qui amène de la cohésion, qui amène aussi un cadre à des jeunes. Un petit mot là-dessus, Johan, parce que vous avez décidé d'accepter le challenge, et il y a des gens géniaux dans ce club de l'Étoile Maritime qui payent de temps en temps les pots cassés pour des gens qui n'ont rien à voir avec le club finalement. Oui, alors c'est comme tout club de football avec des supporters. Il y a 99,99% des supporters qui ont une ferveur, qui vivent pour leur club. Et puis il y a toujours 2 ou 3 énergumènes qui peuvent poser problème. Et quand ça pose problème, des fois ça pose gravement problème. Je pense que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les erreurs du passé, tout le monde a appris. Tout le monde fait en sorte qu'on tire tous dans le même sens. Et qui peut se targuer d'avoir un club de foot avec autant de supporters, autant de ferveur qu'à l'Étoile Maritime? Ils ont estimé plus de 1000 personnes ou 1500 personnes quand on a joué à Périgny il y a 3 semaines de ça. Et je pense que 70% c'était des supporters de l'Étoile Maritime. Alors à Villeneuve, c'est sûr, parce que la communauté de Villeneuve, le quartier de Villeneuve soutient énormément l'Étoile Maritime. Et qu'on soit à domicile ou extérieur, ça suit. Et je peux vous dire qu'à domicile, c'est souvent le 12e ou le 13e homme, ces supporters. C'est génial. Alors, de temps en temps, il y a des fumigènes, il y a des pétards, mais on les entend, ça chante tout le temps, ça soutient, et je le sens, les joueurs vivent pour ça aussi. Donc, quelle chance d'avoir ces supporters, franchement, à l'Étoile Maritime, que j'ai pas connu à l'ESR, parce qu'on n'était pas sur le même contexte. Mais là, c'est une découverte, et je suis très heureux de connaître ça. Ce contexte, cette réputation, en toute franchise, Johan, au moment de rejoindre l'aventure, ça ne vous a pas effrayé, ça ne vous a pas fait poser de questions? Non, parce que
J'ai quand même regardé le club, j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu beaucoup de matchs à Villeneuve avant de venir ici sur Étré. Il y a toujours cette ferveur, il ne faut pas que cette ferveur dépasse, mais à partir du moment où on explique, on met un cadre et on réexplique toutes les conséquences d'un débordement, d'un futur débordement, fait que les gens restent aussi des supporters. C'est des gens qui savent que s'il y a un problème, il n'y a plus de club. Donc ils ont très bien compris ça et puis on va encore travailler là-dessus. Ouais. Mais non, ça me fait pas peur. Et la réputation, on a eu des messages, beaucoup de messages de clubs qui étaient même surpris en disant on a super été bien accueillis à l'Étoile Maritime. La réputation est vraiment exagérée là-dessus et bonne chance à l'Étoile Maritime. Je peux le confirmer, on est toujours très bien accueillis du côté de l'Étoile Maritime. Alors vous parliez de travail, Johan, on va évidemment en parler. Le projet de l'Étoile Maritime, il y a un projet qui concerne non seulement l'équipe Fagnon, mais il y a un projet aussi autour du foot féminin, il y a un projet autour de la formation, parce que quoi qu'il arrive, l'Étoile Maritime a été et restera un club formateur. Oui, alors le projet, ça maintenant, il y avait le projet de Villeneuve et de l'Étoile Maritime, c'était de réussir à monter en R1. Voilà. Maintenant, on va retravailler avec le staff, on va retravailler avec le bureau, on va retravailler avec Monsef, le directeur sportif, pour qu'on se reprojette sur une continuité de ce projet sportif, mais redéfinir encore les lignes de l'Étoile Maritime, parce que c'est pas une finalité la R1. Parce que si ça reste une finalité, on sait très bien que s'il n'y a pas d'autre ambition, le club va stagner. Et s'il stagne, surtout avec les conditions de la R1 maintenant, c'est voué à l'échec. Donc il faut continuer à mettre en place ce projet sportif, avec aussi des féminines, parce qu'il y a les obligations fédérales qui nous obligent aussi à avoir les féminines. Donc j'avais créé ça à l'ESR il y a 4 ans, on avait mis ça en place. Là, on commence à le mettre, pas avec la même intensité, pas avec la même exigence, mais on le remet aussi, la section féminine, à l'Étoile Maritime. Ouais. Quid du label club, parce qu'on sait que c'est toujours très important, Johan. Ouais, donc l'Étoile Maritime n'était pas labellisée non plus, ni en foot féminin, ni en label jeune, ni en licence club. Je pense que foot féminin et label jeune, on devrait l'obtenir là d'ici la fin de saison. Les dossiers sont en cours, on attend la réponse. Puis à la licence club, il va falloir à partir de la saison prochaine s'y attaquer. Ouais. Il faut que le club soit labellisé sur les trois niveaux. Ça va donner beaucoup de travail, je suppose, cet été. Travail qui a dû déjà commencer à peine la saison terminée, Johan, mais ça veut dire du recrutement, ça veut dire pas mal de mouvements et de choses à gérer pour vous cet été pour être au niveau de ce championnat très disputé qu'est la R1. Oui. Comme j'ai expliqué dans ma causerie dimanche dernier avant le dernier match, j'aurais dit quoi qu'il arrive, à partir de 17h, la fin de saison 2022-2023 est terminée. On ne pourra plus revenir dessus quoi qu'il arrive. Et dès lundi, c'était férié, mais dès mardi matin, ça y est, on attaque avec le staff sur le recrutement, sur la préparation de la R1. Ouais. Tous ceux qui dirigent, qui gèrent des clubs de foot à ce niveau-là savent qu'il n'y a pas de trêve. C'est 365 jours dans l'année, un club de foot pour être tout le temps prêt. Et c'est très important. Et autre chose importante à dire avant de se quitter avec Johan, parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais il y a un rendez-vous incontournable dans les clubs amateurs et notamment à l'Étoile Maritime. C'est aussi la brocante là, qui va arriver. Johan, forcément, on va terminer là-dessus parce que c'est à l'image du football. C'est un rendez-vous pour les bénévoles, c'est un rendez-vous pour les familles, c'est un rendez-vous indispensable pour tous les clubs, surtout qu'il y a eu la période de Covid, il y a eu des périodes compliquées à gérer, le huis clos, donc ça veut dire une absence aussi de recettes au niveau des buvettes. Donc la brocante, un moment important là de la saison d'un club. Ouais, alors apparemment cette brocante d'Étré du mois de juin, c'était apparemment un événement de l'année hyper important qui n'avait pas pu être fait à cause du Covid, donc depuis 4 ans elle n'avait pas existé. Là elle a été remise en place, toujours sur le parc Jean Massé, place Jean Massé, au parc Jean Massé à Étré. Et quand on voit les futurs exposants qui viennent nous voir au Clubhouse tous les jours, qui sont ravis de revoir cette brocante organisée, je prends conscience de la ferveur de tout ça. Et puis, faut être honnête, c'est une manne financière pour le club hyper importante tous les ans. Quoi. De mémoire, c'est le 11 juin. Le 11 juin, dimanche 11 juin, parc Jean Massé à Étré. Est-ce que Johan Croisière tiendra un stand où il revendra ses anciens survêtements de l'ESR? Non, je tiendrai pas je te tiendrai un stand, mais je crois que je suis de barbecue toute la journée. Donc, vous pourrez me retrouver entre les grillades et les frites.
Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour ce projet mis en place à l'Étoile Maritime pour la saison prochaine. On suivra les résultats du club et il y a ceux qui aiment retrouver leurs anciens clubs et ceux qui n'aiment pas. Vous voulez quoi, Johan, l'ESR et l'Étoile Maritime dans la même poule la saison prochaine? Oui, parce que il faut que ça se fasse. J'adore les derbies. Je suis sûr que ça se passera dans la très très bonne humeur. Ce sera un match de très très bon niveau. Et puis, quand je suis arrivé sur La Rochelle, on voulait que de toute façon, on remette le football au plus haut niveau sur La Rochelle. Et donc, c'est qu'avec des équipes de La Rochelle, avec une belle concurrence saine entre les clubs, qui nous permettra d'avoir, j'espère, une équipe en National 3 le plus tôt possible, en espérant que ce soit l'Étoile Maritime, bien sûr. Et on remercie chaleureusement, bien évidemment, tous les membres de l'Étoile Maritime FC qui nous ont accueillis avec disponibilité et le sourire pour ce tournage de l'émission LFNA TV. L'émission est désormais terminée. Merci à l'équipe de la rédaction emmenée par Nicolas Coute, Flavien Vernet et Touami Nassiri. Merci à vous pour votre fidélité. Continuez comme chaque semaine à partager et à commenter cette émission sur les réseaux sociaux. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour un nouveau volet d'LFNA TV. D'ici là, passez une très bonne semaine sur et en dehors des terrains de football. Et n'oubliez pas, qu'il soit professionnel ou amateur, le foot, ça reste un jeu.